Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 27 avril 2022, au sommaire ce soir. Après une édition 2020 annulée pour cause de Covid, le salon Mountain Planet est de retour à Grenoble cette année avec une grande thématique, la préservation de l'environnement. Les acteurs de la filière sont donc tous d'accord sur un point, la montagne doit se mettre au vert. Et puis nous prendrons la direction de Montailleur dans la Combe de Savoie pour découvrir la nouvelle innovation du WAM Park qui fait office de première mondiale. Le complexe d'activités aquatiques va devenir en partie autonome en électricité grâce à un parc flottant de panneaux photovoltaïques. Une fois n'est pas coutume, nous prenons la direction de l'Isère pour débuter cette édition. Réunis à Grenoble à l'occasion du salon Mountain Planet, tous les acteurs de la montagne comparent, confrontent et échangent leurs idées dans l'optique d'inventer la montagne de demain. Une ambition qui passera forcément par une transition écologique. Et si cette mise au vert sera difficile, la prise de conscience nécessaire et collective semble aujourd'hui actée. Emmanuel Jaude était sur place. Reportage. Après l'annulation de l'édition 2020, le grand rendez-vous de la montagne fait son retour à Grenoble. En un même lieu, stations, marques et professionnels se croisent pour imaginer leur futur. Des projets qui passeront forcément par une diminution des émissions de polluants, à l'image du village station de Combloux, venu recevoir son label Flocon Vert, fruit de nombreux efforts qui vient couronner une démarche environnementale soutenue par tous les acteurs locaux. Je pense que ça change une prise de conscience que maintenant, toutes les décisions qu'on doit prendre doivent être vraiment orientées sur la transition ce qu'on appelle la transition du territoire, c'est-à-dire toutes les actions en vue de diminuer l'impact carbone des activités humaines. Le long terme, on n'en verra peut-être jamais les conséquences. On essaye de diminuer nos impacts quotidiennement. Toutes les actions qu'on entreprend à l'heure actuelle sont priorisées par la diminution de nos impacts. Un label pour l'instant obtenu par 13 destinations à travers la France, mais qui devront toutes poursuivre leurs efforts afin de garder cette reconnaissance évoluant selon les rapports du GIEC. On imagine de l'expertise qu'on a et ce qu'on observe qu'à horizon 2025, peut-être qu'une cinquantaine de destinations touristiques seront en capacité de répondre au référentiel, sachant que celui-ci évolue tous les 5 ans et donc évolue aussi à la hauteur des enjeux qui s'accélèrent. Donc il faut malgré tout rester dans des politiques à la pointe sur les sujets notamment de climat et de tourisme responsable. Une prise de conscience globale dont sont aussi témoins de nombreuses entreprises présentes sur le salon est venue proposer des solutions alternatives ou participant à la réduction des émissions en station. Un secteur aujourd'hui de plus en plus concurrentiel. Je trouve qu'il y a déjà eu un changement dans la réflexion des responsables de station parce qu'ils sont au pied du mur un peu comme nous tous. Avec le prix de l'énergie qui ne fait qu'augmenter. Quelles sont les solutions que les stations ont à leur disposition? On a du solaire, on a de l'hydraulique, on a de l'éolien. Donc on a eu la chance de démarrer à Serre-Chevalier avec le programme ENR qui nous a fait connaître et maintenant on a équipé plus d'une dizaine de stations en France. Je pense qu'il va y avoir des investissements qui vont suivre, qui étaient déjà dans les tablettes mais un peu bloqués par le confinement et je pense que l'hiver a donné confiance aux exploitants et ça va repartir. Autant de points qui participent à la réussite de cette 25e édition de Mountain Planet. Une édition d'ores et déjà record sur laquelle plus de 18 000 visiteurs sont attendus. Plus besoin de partir à l'étranger pour améliorer son niveau d'anglais. L'entreprise My English Family, fondée sur les bords du lac d'Annecy, propose aux enfants et aux adultes des séjours linguistiques dans des familles anglophones installées en France. Cette idée originale séduit de plus en plus de familles d'accueil et de participants, comme l'a constaté Victoria Lopez, qui a travaillé son accent british pour suivre le séjour d'un jeune collégien dans le pays de Gex. Reportage. Since 19. Étienne a 14 ans, il est originaire de Paris et il a choisi de partir en séjour linguistique pour améliorer son niveau d'anglais. Je comprends l'anglais à l'oral, mais ce qui est de parler, c'est un peu plus dur. Pour prendre confiance et faire des progrès, il n'est pas en Angleterre mais à Gex dans l'Ain, chez les Bastos. Il passe une semaine en immersion avec chaque jour 1 heure de leçons dispensées par Max, l'aîné de la famille. On finit souvent par apprendre plus d'anglais juste dans les conversations qu'on a d'un jour à l'autre ou pas forcément même dans les cours. Et donc oui, en grande partie c'est ça, c'est pendant les repas de famille, tous parler en anglais. Mais c'est aussi faire ces cours de 1 heure par jour pour
un peu regarder le vocabulaire qui manquerait ou des points de grammaire, de prononciation, travailler en plus de détails, tout ça. Les parents de Max, Emma et son mari Jonathan vivent en France depuis 19 ans. Leurs 4 enfants sont complètement bilingues et à la maison, ils parlent uniquement anglais. Il y a environ 4 ans, les Basto ont décidé de devenir famille d'accueil. Ils ne sont pas très loin de chez eux, mais ils ont une vraie expérience anglaise dans une maison d'anglais et nous ne parlons qu'anglais à la maison. Mais ils ont l'avantage de savoir que nous parlons français. Mes enfants sont bilingues et donc s'il y a un problème, nous pouvons communiquer en français. Et je pense que c'est assez rassurant pour eux. Proposer des séjours linguistiques pour des jeunes ou des adultes sans changer de pays, c'est l'idée de Bettina Garberoglio. Et c'est sur les bords du lac d'Annecy où elle réside que le concept est né. J'ai une maman française, un papa allemand et je suis née aux États-Unis. Et je remarquais que ma maman recevait tout le temps plein de demandes pour trouver des familles d'accueil aux États-Unis. Et puis quand j'ai grandi, j'ai eu mes enfants que j'ai mis à l'école dans mon village. Et dans mon village, il y avait plein d'Anglais avec qui on interagissait. Et ça fait un peu un clic entre ces demandes de familles d'accueil et tous ces Anglais avec qui habitaient à côté de chez nous. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire des séjours dans des familles anglaises à côté de chez nous, sachant que de première main, je sais que quand on habite à l'étranger, on ne devient pas de la nationalité, de la culture du pays où on habite, on reste de notre culture et de notre langue. Donc moi quand j'étais aux États-Unis, je restais d'une culture française et mes familles anglaises restent anglaises ici. La crise du Covid ayant complexifié l'organisation de voyages à l'étranger, l'offre de My English Family séduit de plus en plus de monde. Créée en 2015, l'entreprise compte aujourd'hui plus de 180 familles hôtes partout en France. Alors que l'été approche à grands pas, les structures touristiques aquatiques se préparent à accueillir leurs premiers clients. Exemple WAM Park, basé à Montailleur dans la Comte de Savoie. Première base nautique du genre, ce complexe de loisirs aquatiques ne cesse de convaincre de nouveaux adeptes. Un succès rendu possible grâce à de nombreuses évolutions et diversifications au fil des années. La dernière en date n'est toutefois pas destinée directement aux visiteurs. Dès cet été, le WAM Park sera en partie autonome en électricité grâce à des panneaux photovoltaïques flottants. Les précisions d'Emmanuel Joud dans ce reportage. Si en 2015 il ne s'agissait que d'un téléski nautique, le WAM Park s'est bien développé au fil des années. À quelques jours du début de la saison, le travail ne manque donc pas pour installer et préparer toutes les activités qui rassemblent jusqu'à 1000 personnes par jour au cœur de l'été. Parti d'une idée un peu folle, le concept de parc d'activités aquatiques s'est très vite imposé comme un réel plus pour son territoire. On compte d'ailleurs aujourd'hui 7 WAM Parks à travers la France. Pour autant, c'est ici, en Savoie, site de la toute première base nautique du genre, qu'on poursuit les expérimentations avant de lancer des activités à plus grande échelle. C'est notre labo, déjà historiquement c'est le plus ancien, sur lequel on a le plus de recul, sur lequel on connaît parfaitement notre clientèle, avec qui on est tout à fait en confiance et qui nous oriente vers les choix d'activités. Comme je disais, on a la mairie qui nous accompagne sur l'ensemble des dossiers administratifs et qui facilite toutes ces possibilités de mettre en place des activités. Et donc les activités les concepts qui fonctionnent ici, on les développe sur les autres parcs et ceux qui ne fonctionnent pas, on les développe pas sur les autres parcs. Après le water jump, l'escalade au-dessus de l'eau et les hébergements flottants, cette année la nouveauté est plus discrète. Il s'agit d'un parc de panneaux photovoltaïques flottants. Un prototype développé par l'entreprise savoyarde Helioslight qui s'inscrit parfaitement dans la philosophie du WAM Park et qui correspond aux nouvelles attentes environnementales des clients. Dans une première phase, on a prévu, avec ces 60 panneaux photovoltaïques, de couvrir à peu près 50% des besoins lissés sur l'année. Parce qu'on a des gros pics forcément juillet-août, ça se calme sur les ailes de saison et c'est on a une faible consommation électrique sur l'hiver. Voilà, si on moyenne tout ça par rapport à la production des panneaux photovoltaïques, on arrive à 50% d'absorption de notre électricité. L'objectif, in fine, ce serait, en plus d'équiper l'ensemble des WAM Parks, de voir comment faire pour monter de 50% à 70, 80, voire l'ensemble de notre dépense énergétique sur l'année. Première base nautique solaire au monde, la structure compte bien poursuivre son développement, devenant d'année en année l'un des acteurs importants du tourisme sur de nombreux territoires, employant plus de 150 personnes à travers la France. On va parler cinéma avec mon invité vidéo du jour. Je suis en liaison avec vous, Anne Perel. Bonsoir. Anne Perel, est-ce que vous m'entendez ?
Alors, Anne Perel, chargée de développement à l'ACRICRA, l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine. On va parler avec elle notamment de l'opération Village Action Cinéma. On a un petit souci malheureusement avec Madame Anne Perel qu'on n'arrive pas à avoir. En dernier essai, non, on n'a pas de retour. Non, écoutez, on essaiera de la recontacter d'ici la fin de semaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Place ensuite au 3e épisode de Panorama avec Victoria Lopez. L'émission est inédite cette semaine et elle est consacrée à la bande dessinée. On me redit finalement les aléas du direct que Madame Anne Perel m'entend. Anne, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle, donc je le disais en début d'interview, vous êtes chargé de développement à l'ACRICRA, l'association des cinémas de recherche indépendants de la région alpine. Avant de s'intéresser à l'opération Village Action Cinéma, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre structure ? Oui, donc l'ACRIRA, c'est une association qui est à Grenoble et qui représente un réseau de cinéma indépendants, donc sur principalement 3 départements, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie. Donc on a à peu près 70 salles qui sont adhérentes de notre réseau et on mutualise des actions en faveur de la découverte des films, de développement des publics auprès de ces salles depuis 1986. Alors, ce samedi 30 avril a lieu la première date d'un projet que vous avez mis en place, Village Action Cinéma, et ça va se passer notamment à Villars, en Haute-Savoie. Voilà, tout à fait. C'est un projet qui mûrit depuis quelques temps et qui, en fait, est un événement autour des coulisses du cinéma. Donc, c'est un événement qui est ouvert à tous et qui va permettre à chacun et chacune de découvrir l'envers du décor avec des modules, des animations sur les effets spéciaux, le cinéma d'animation, le pré-cinéma, le doublage, le bruitage, un plateau de tournage, voilà, et j'en passe. Et donc, effectivement, la première date officielle de ce Village Action Cinéma, c'est ce samedi à Villars, en Haute-Savoie. Comment il est né, ce projet ? Alors, ce projet, il est né de l'envie d'un groupe de travail constitué d'exploitants de cinéma pour la plupart, donc qui font partie du conseil d'administration de l'ACRIRA, de redonner toute sa place à la salle de cinéma et de présenter un projet qui redonne le goût en fait du cinéma aux personnes qui vont peu ou qui s'étaient habituées, mais qui, à cause de la pandémie, n'y sont plus allés. Et c'est surtout l'envie de refaire du lien public, du lien social entre les publics et de faire gagner en visibilité, en notoriété les salles indépendantes, donc on qualifie souvent de petits cinémas, mais qui ont souvent une richesse incroyable. Alors très concrètement, comment est-ce que ça va se passer, notamment samedi là, à Villars ? Alors, donc concrètement, le village, donc il est ouvert de 10h30 à 18h. Donc vous rentrez. C'est un espace qui sera ouvert puisqu'on sera à l'extérieur devant le cinéma. Et donc vous aurez différents modules, différents stands, donc bien en extérieur, avec différentes thématiques. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous aurez aussi tout un habillage du village avec des décors, une arche, un plateau de tournage qui sera au cœur du village, des silhouettes qui représentent des figures emblématiques du cinéma. Et vous pourrez aller et venir en fonction de vos envies sur les différents ateliers. C'est ouvert, c'est en flux, il n'y a pas d'inscription, c'est gratuit évidemment. Et ces animations seront parsemées de séances de cinéma en salle, parce que l'idée c'est aussi de faire venir les gens au cinéma. Donc en salle de cinéma, il y aura des films jeunes publics, tout public et des avant-premières. Voilà. Et tout au long de la journée, vous pourrez passer d'une expérience à l'autre, que vous soyez seul, en amis, entre amis, en famille, c'est ouvert à tous les publics. Alors vous avez un petit peu répondu, mais il y a plusieurs objectifs pour cette manifestation. Oui, voilà. Donc l'objectif, c'est de faire le lien entre les publics, de développer les publics, de retrouver une mixité sociale, d'avoir vraiment proposer un événement rassembleur qui soit intergénérationnel. Et de proposer un lien étroit avec la salle de cinéma pour mettre en avant ces salles de cinéma indépendantes.
et aussi de proposer un événement un petit peu magique qui sorte de l'ordinaire. On n'a pas forcément tous les jours la possibilité de doubler un personnage de son film préféré ou de faire une cascade, d'avoir une démonstration de cascade ou de savoir qu'est-ce que c'était les anciens appareils cinématographiques. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on veut faire ressortir dans cette manifestation. Pourquoi justement avoir choisi de mettre en avant les coulisses ou les techniques du cinéma ? Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils vont au cinéma et qui sont passionnés de cinéma, ils ne savent pas forcément qu'est-ce qui se cache derrière, un fond vert, qu'est-ce qui se cache derrière un film d'animation, par exemple, comment techniquement on fait un film d'animation. On avait envie de faire découvrir ça aux gens et puis aussi de faire découvrir le cinéma dans son intégralité à des personnes qui vont peu au cinéma et leur donner envie, leur donner le goût d'en découvrir davantage. On aura aussi un module qui va s'intéresser aux dispositifs qui existent pour les personnes en situation de handicap sensoriel, parce qu'on y pense peu, mais aller au cinéma quand on est sourd, malentendant ou malvoyant, c'est compliqué. Donc on aura aussi cet aspect-là qui sera représenté. Et on avait aussi envie de faire partager notre passion au plus grand nombre, que vous soyez, dès les plus petits enfants jusqu'à n'importe quel âge, ça nous tient aussi beaucoup à cœur. Merci beaucoup Anne Perel. Je rappelle que 4 autres dates sont prévues en Haute-Savoie pour le mois de septembre. Le 10 à Annemasse, le 17 à Rumilly, le 21 à Annecy et le 24 à Sénaux. Merci beaucoup. Voilà, tout à fait. Et le 26 juin au cinéma Le Parnal à Torrance-Glières. C'est noté. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Cette fois-ci, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite au 3e épisode de Panorama avec Victoria Lopez. L'émission est inédite cette semaine et elle est consacrée à la bande dessinée. Au programme ce soir, Julie Raptor, une autrice au Savoyarde. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve jeudi, même endroit, même heure, pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont-Blanc.